Alors aujourd'hui, je vais me confier, je vais me livrer et je vais tout vous raconter. Bonjour. Salut mes petits chats, j'espère que ça va. Alors là maintenant tout de suite je suis assise sur mon lit, j'ai des fourmis dans les jambes, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, c'est un petit bilan. Là ça va faire 30 mois très exactement que j'ai débarqué à Barcelone. Et j'ai envie de vous faire un espèce de bilan de tout ce qui s'est passé et de comment ça s'est passé. Parce qu'il s'est passé énormément de choses, j'ai appris énormément de choses, j'ai énormément grandi. Et je vais essayer d'être un petit peu structurée dans cette vidéo, mais je pense que ça va un peu partir dans tous les sens. Je pense que je vais revenir sur des détails. Ça va être du grand Lola Morales, vous allez m'assassiner en me suppliant d'aller droit au but. Alors, bilan de ces 30 mois. Alors déjà je vais changer de position parce que ça fait un moment que je suis assise avec la même position. Alors, je vais essayer de structurer cette vidéo comme ça. On va d'abord expliquer ce qui s'est passé sur le plan chronologique pour ensuite faire un point sur tout ce que j'ai appris. Ça peut être une structure assez intéressante pour cette vidéo et le but de cette vidéo, c'est de vous faire part, encore une fois, des leçons que j'ai apprises. Lorsque j'ai débarqué ici, j'étais absolument excitée et j'étais portée par une énergie un peu folle. J'appelle ça l'énergie magique. C'est l'énergie que je ressens en général lorsque je décide de m'en remettre un peu à l'univers et que je décide de me faire confiance. J'appelle ça aussi un peu l'énergie saut dans le vide. C'est ça que j'ai ressenti il y a 4 ans lorsque j'ai décidé de me lancer à mon compte sous ma propre bannière et de commencer à travailler en tant que Lola Morales et non pas travailler pour d'autres instituts de coaching en séduction ou ce genre de choses, où j'ai commencé vraiment à décider d'être coach pour moi. Et la situation dans laquelle je m'étais retrouvée il y a 30 mois, je vous avais fait une vidéo qui va peut-être apparaître par là, je vous avais fait une vidéo où j'expliquais justement ce qui s'était passé dans ma vie lorsque je me suis retrouvée donc au chômage, sans appart ni rien, et que donc j'ai débarqué à Barcelone avec peu ou prou rien, comme on dit, avec ma bite et mon couteau. Et en fait, en réalité, dans ce genre de situation où je ne sais pas où ça va, où je ne sais pas ce qui se passe, je décide en fait d'ouvrir mes antennes. Et c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai ouvert mes antennes et je me suis laissée un peu porter par mes objectifs en me disant « Tu as un radar, ton cerveau est particulièrement bien fait. » Et tu vas reconnaître en fait les opportunités qui vont te permettre d'avancer. C'est exactement ce qui s'est passé parce que 2 jours après avoir débarqué à Barcelone et m'être fait voler mon téléphone, je rencontrais donc l'homme qui partage ma vie depuis ces 30 derniers mois et avec qui nous avons décidé de nous lancer dans ce qu'on appelle un peu un turbo couple, c'est-à-dire que à peine rencontrés, nous avons décidé en fait de nous lancer dans une relation sérieuse et donc de bâtir un foyer. Donc on a aménagé ensemble assez rapidement et nous nous sommes très rapidement présentés à nos familles respectives et nous avons très vite pris la décision de faire prendre à notre couple une tournure très sérieuse. Aussi, moins d'une petite semaine après, je rencontrais des gens qui sont devenus mes amis et qui sont toujours mes amis aussi aujourd'hui. Je pense notamment à Rai qui est ma meilleure amie ici, que je vois très régulièrement depuis, avec qui je pars en week-end en vacances et je me suis créé un petit support système, c'est-à-dire que je me suis créé une espèce de petite famille ici de gens sur qui je peux compter et qui peuvent compter sur moi. La plus grande difficulté lorsque j'ai déménagé, ça a été de me dire que je ne savais pas par où commencer. Je n'oublierai jamais ce moment où je me suis retrouvée donc dans l'avion, assise en me disant « Mais t'es con, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? T'as pas d'argent, t'as pas d'amis, t'as pas de contact, t'as perdu tout ton espagnol, t'as pas de clients, enfin si, j'avais des clients en France, mais t'as pas de clients là-bas, enfin t'as personne à voir, t'as pas de piste pour trouver un appartement, pourquoi tu fais ça? » J'étais dans mon avion comme ça et je me dis mais pourquoi qu'est-ce qui te prend madame en fait? Et en fait ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été vraiment effectivement de prendre le taureau par les cornes et de me dire ok, tu vas commencer par te construire ta vie. Et alors ça passe par quoi? Ça passe par te construire un réseau. Ça a été la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est rencontrer des gens, rencontrer des potes, me faire des potes, construire un réseau. Et la première semaine, ma véritable obsession, ma première semaine, lorsque j'ai débarqué à Barcelone, ça a été de connecter avec des gens. Parce que je n'avais que trop conscience du fait que ma survie allait dépendre surtout de ma faculté à me créer un tissu social. Et donc j'ai foncé sur les pages Facebook, les meet-up, les choses comme ça pour rencontrer des gens, exposer ma situation, dire bonjour, je viens d'arriver, allô, on a les mêmes centres d'intérêt, est-ce qu'il y a des événements prévus, est-ce qu'il y a des choses de prévues? Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'effectivement les gens ont réagi de manière assez positive, dont
monsieur qui s'est proposé de me faire faire un tour de la ville pour me faire découvrir Barcelone. Et ma foi, bien nous en a pris. J'ai rencontré notamment dans la communauté végane des gens qui ont été très cool, qui m'ont proposé soit des colocations véganes, soit du travail vegan friendly. Alors que j'avais déjà du boulot, donc ça allait. Mais du coup, j'ai rencontré donc des gens et j'ai eu la chance de rencontrer une communauté qui a très vite m'a pris sous son aile et qui m'a très vite proposé en fait des pistes pour pouvoir m'intégrer très vite. Et au final, j'ai pendant 2 mois aménagé sur le palier de David. On a fait une espèce de double coloc où David était en coloc avec 2 nanas et moi j'étais en coloc avec un mec. Et en gros, on était soit chez l'un, soit chez l'autre. Et on partageait la terrasse de l'immeuble. Et puis 2 mois après avoir aménagé, David et moi avons pris l'appartement dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui. Et là, ça a été une période très très compliquée sur plein d'aspects. Sur le plan personnel, je me suis retrouvée donc à aménager avec un mec avec qui certes nous avions les mêmes désirs, les mêmes envies, les mêmes projets, le même humour, convictions dans la vie, les mêmes notions de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc, j'ai envie de dire que de la manière que des gens achètent des appartements sur plan ou des maisons sur plan, nous avons construit un couple sur plan. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le principe et sur le papier, nous deux, c'était censé marcher, mais dans la réalité des faits, il a fallu quand même se confronter à c'est quoi de vivre avec quelqu'un qu'on connaît à peine? C'est quoi de vivre avec quelqu'un avec qui on a envie de se projeter, pour qui on a des sentiments, avec qui on se plaît mutuellement, pour qui on a des sentiments, mais pour qui l'amour le vrai, l'amour le puissant, le vrai amour qui nous prend n'était pas encore là. Et il faut savoir aussi que, et j'en ai déjà parlé, David et moi n'avons pas connu la passion des débuts. Nous nous sommes rencontrés, nous avions les mêmes envies, les mêmes projets, donc on a un peu signé comme ça, mais nous n'avions pas cette passion folle qui peut brûler les gens qui viennent de se rencontrer. Et donc, sur le plan personnel, nous avons été confrontés à ça, à savoir, ok, je vis avec quelqu'un que je ne connais pas très bien, qui a des habitudes, qui n'est pas moi, qui n'a pas les mêmes manies que moi, qui n'a pas les mêmes tics que moi, qui n'a pas la même manière de s'organiser que moi, qui n'a pas le même rythme de vie que moi. Et moi, bah, je suis différente. Et donc, nous avons passé pour la première année, on va dire, à figure out, en fait, à gérer comment est-ce qu'on va faire ça. Et nous avions la volonté de faire en sorte que cette relation fonctionne malgré tout. Nous avions la vraie volonté de créer un foyer avec de l'amour, avec du bonheur, avec de la sécurité et plein de choses comme ça. Et ce qui fait que on s'est tous les deux énormément remis en question, on a tous les deux énormément dialogué, on a tous les deux fait preuve d'énormément de bonne foi. Et en gros, on a travaillé à faire grandir l'amour dans notre foyer tous les deux, à faire grandir en fait à faire en sorte en fait que notre foyer prospère, qu'il se passe bien et que nous construisions en fait une relation qui marche. Et bien nous en a pris. Je dis toujours à mes proches que cette relation avait un peu un goût de mariage arrangé. C'est un coup que c'est une phrase que je sors assez souvent. Et au final, cette relation en tout cas sur plan, parce que personne ne m'a imposé, personne ne m'a présenté David en disant tiens, ça te va, tu restes avec lui. Et au final, cette relation sur plan dans laquelle on a décidé de se jeter s'est plutôt bien passée parce que nous avons tous les deux fait en sorte de faire en sorte que ça se passe bien. Nous avons tous les deux beaucoup bossé sur nous, nous avons tous les deux communiqué, nous avons tous les deux essayé de nous comprendre mutuellement et l'amour, le vrai, est né, a grandi, a évolué et aujourd'hui nous avons une relation très forte et d'autant plus solide que nous avons traversé pas mal de choses. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que durant cette période où nous essayions justement de faire de vivre ensemble alors qu'on se connaissait pas très bien, mais qu'est-ce qui nous a pris? On est fous, en fait on est complètement tarés d'avoir fait ça, mais on savait ce qu'on voulait. J'ai 34 ans aujourd'hui, on avait respectivement 31 et 32 ans quand on s'est rencontrés. On n'était pas des gamins justement et on avait assez de recul dans la vie, assez d'expérience pour savoir ce qu'on voulait pas et ce qu'on voulait. Et avec le recul en réfléchissant, je pense que c'est un petit peu ça qui nous a poussé à prendre la décision qu'on a prise de nous lancer ensemble et de faire notre vie ensemble. Ça a été d'autant plus compliqué pour nous que nous avons connu pas mal de crises dans plein d'aspects de notre vie, mais des crises qui étaient complètement contextuelles et indépendantes de notre volonté. Certains membres de nos familles respectives sont tombés malades et ça a notamment surtout poussé David à rester en Irlande quelques temps. Sur le plan professionnel également, nous étions en train de bâtir nos carrières respectives sur
ce qu'on pouvait. Moi, j'avais quelques années d'expérience dans le domaine du coaching, je travaillais dans le milieu du coaching depuis un moment. Mais pour le coup, j'avais toujours une solution de repli, à savoir un job à mi-temps, quelque chose qui me permettait malgré tout de garder une certaine stabilité financière. Je ne suis absolument pas partisane d'avoir une seule source de revenus. Je pense que c'est aujourd'hui et d'autant plus maintenant extrêmement dangereux de le faire. Et jusqu'ici, j'avais toujours au moins deux sources de revenus, à savoir mes activités de coaching et une activité salariée plutôt classique dans le commerce ou dans l'accueil ou même un job de merde, mais j'ai toujours quelque chose. Et là, je me suis retrouvée à devoir vivre exclusivement de mes coachings, ce que je ne faisais pas avant, et j'ai donc dû travailler énormément, travailler beaucoup plus et me retrousser les manches et surtout affronter ma grande peur de l'incertain, ma peur de la suite. J'ai un élève qui m'avait dit: je ne sais pas comment toi tu fais pour dormir la nuit en sachant que je ne suis pas salariée et que donc mon salaire n'est pas garanti. Et c'est justement en travaillant dur, en interrogeant beaucoup d'amis à moi qui sont eux-mêmes entrepreneurs et qui s'en sortent très bien, et j'ai compris au final que ma situation d'entrepreneur, si je savais la gérer, n'était pas moins sûre que ma situation de salarié. Et j'ai appliqué quelques conseils très simples qui sont à diversifier ses sources de revenus, mettre de l'argent de côté toujours, comprendre ses élèves par cœur et savoir exactement à qui on s'adresse pour pouvoir s'adresser aux bonnes personnes, et surtout comprendre la saisonnalité de ses services ou la saisonnalité de son business. Ça a été 4 conseils très simples qui m'ont sauvé les miches et qui me sauvent encore les miches aujourd'hui. Et en réalité, le fait d'avoir été confrontée à cette situation et de ne pas avoir de filet de sécurité m'a donné un élan, une force nécessaire qui m'a forcé à travailler plus dur, à travailler mieux, à prospérer. Et aujourd'hui, 30 mois plus tard, je suis assez contente parce que j'arrive à trouver une certaine sérénité, à trouver un équilibre dans une situation qui me faisait très très peur il y a 30 mois. Moi, aujourd'hui, je dors plutôt bien la nuit et aujourd'hui, je ne me sens pas en insécurité financière parce que justement j'ai appliqué quelques conseils simples et parce qu'aujourd'hui j'ai tout à fait confiance en ma capacité à gérer mon business, en ma capacité à trouver des nouveaux élèves et en ma capacité à me diversifier sur le plan des revenus, sur le plan professionnel. Et là pour le coup je suis assez contente. Je ne recommande pas à tout le monde de se lancer sans filet de sécurité. Et pour dire la vérité, j'avais malgré tout un plan B, un plan C et un plan D, parce que j'avais malgré tout un tout petit pécule qui correspond à une poignée de milliers d'euros. Allez, je vais être très honnête, j'avais 4000 euros devant moi. Voilà. Va te mettre en sécurité avec 4000 euros. Des élèves pour travailler, pour me constituer une source de revenus. Dans la mesure où j'étais entrepreneur, normalement j'avais aussi droit au Pôle emploi, qui m'a radié très vite au final, mais bon, je comptais pas vraiment sur eux. Et des proches à moi qui étaient prêts à m'aider et qui m'ont dit: écoute, si tu as besoin d'aide, on sera là pour te filer un coup de pouce. Et on est 30 mois plus tard et aujourd'hui j'ai une entreprise qui fonctionne avec beaucoup d'élèves, beaucoup plus d'élèves que quand je me suis lancée, avec plusieurs sources de revenus parce que je vends mes produits en ligne, que j'ai mes coachings, que j'ai divers coachings et je pense ensuite continuer à diversifier mes sources de revenus d'une manière ou d'une autre. Et gérer tout ça fait d'autant plus compliqué que sur le plan financier et sur le plan personnel, nous avions, David et moi, assez peur de ce qui pouvait se passer parce que nous avions peur pour la santé de nos proches. Et on vivait assez constamment avec cette peur de recevoir une super mauvaise nouvelle. On avait très très peur que des membres de notre famille disparaissent du jour au lendemain. Ça a été très très dur à vivre pour le coup. Et ça a été super dur pour le coup de rester léger et de rester positif et d'être heureux en fait avec une carrière à construire, énormément de travail à accomplir. Cette espèce de peur d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de mauvaises nouvelles qui pouvaient nous tomber dessus et des finances très très ric-rac. On s'en est très bien sorti, on s'est bien débrouillé, mais c'est vrai que sur le plan des finances, la première année, les 18 premiers mois, on faisait attention. Et puis ensuite ça a été beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que mes efforts ont commencé à payer. En simultané, David a trouvé un travail qui lui a permis de revenir ici. Nos proches, parce qu'il n'y a pas qu'un seul de nos proches, mais nos proches malades sont tirés d'affaire jusqu'à preuve du contraire. Et ça a été super compliqué. Maintenant, il y a aussi eu pas mal de trucs sur le plan personnel dont je suis très très contente parce que j'ai moi-même évolué en tant qu'individu. J'ai appris pas mal de choses. Déjà, j'ai récupéré un espagnol que je pourrais qualifier de courant et ça, je suis assez fière. J'avais une conversation avec mon propriétaire en espagnol et ça faisait un moment qu'on parlait et puis il me disait: mais en fait ton espagnol il est très bien, pourquoi est-ce que tu te plains, pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu veux qu'on parle en anglais, au final tu t'en sors?
Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ah oui. Et en fait, j'arrive de plus en plus à parler espagnol, enfin, j'arrive de plus en plus à tenir des conversations intéressantes en espagnol. Et j'ai décidé maintenant de me baigner dans l'espagnol régulièrement avec des meet-up où je peux parler espagnol avec des gens qui ont eux envie de parler français et donc avec qui on peut faire des échanges linguistiques. Et je trouve que c'est plutôt cool. Je suis passée en anglais de fluent à bilingue. Alors, ça c'est très marrant. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Quand tu te lances dans ce genre d'aventure où tu te lances dans l'étranger, tu penses parler couramment anglais, tu penses être bon en anglais, jusqu'au moment où tu te rends compte qu'effectivement tu dois parler anglais tout le temps. Et David m'a confronté à mes limites en anglais. Pour le coup, David m'a confronté à mon manque d'anglais, à mon anglais qui était au final moins bon que ce que je pensais. Mais du coup, ça m'a poussé à apprendre. Les 6 premiers mois de notre relation, pareil, il passait énormément de temps à m'expliquer certains mots. Encore aujourd'hui, hein, je me tombe sur une expression que je vois à plusieurs reprises. Je me dis, ça veut dire quoi cette expression, etc. Puis après, je la réutilise et je suis très fière de moi. Je dis, regarde, j'ai utilisé l'expression. Et pour le coup, David m'a été d'une très grande aide aussi parce que du coup, il a été très patient avec moi, avec mon anglais, d'autant plus qu'il a un accent irlandais à couper au couteau, putain. Du coup, ça a été pareil, un stage accéléré d'apprentissage en anglais, donc ça a été vraiment cool. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus cool que je peux aujourd'hui, du coup, travailler et j'ai des élèves anglo-saxons en plus de mes élèves en français. Et je me donne à peu près 1 an ou 2 pour être en mesure de travailler également avec des élèves en espagnol et donc de diversifier encore plus mes activités pour les rendre international for good. Autre chose pour laquelle j'ai évolué sur le plan de la cuisine, je suis devenue une encore meilleure cuisinière et par là, j'entends ne pas cuisiner que des faritas. Ou des trucs hyper gras. Maintenant, je commence aussi à cuisiner sain. Sur le plan physique, j'ai pas forcément évolué pour le meilleur. Alors oui, j'ai évolué sur le plan physique, mais j'ai aussi vieilli. J'essaye de maintenir un physique stable, d'être mieux gaulée, mais je m'en sortais plutôt bien, je m'en sortais pas trop mal, et puis le confinement est passé par là. Donc je pense que je vais devoir reprendre une certaine somme d'efforts pour retrouver un corps comme je l'aime. Mais au final, ça va à peu près. Donc ça c'est dit. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que j'ai appris cette année. Alors la première chose que j'ai appris cette année, c'est à faire confiance en mes capacités. Une connaissance, ça s'acquiert, d'accord? Tu sais pas parler anglais, un jour tu sais parler anglais. Tu ne sais pas monter un tunnel de vente, un jour tu sais monter un tunnel de vente. Tu apprends le coaching, tu prends des cours, tu fais ton expérience sur le terrain, tu deviens coach et tu deviens un bon coach. Quelle que soit en fait la compétence dont tu as besoin, tu finiras toujours par l'acquérir à un moment ou à un autre. La deuxième chose que j'ai apprise et qui est très importante, c'est que les meilleures choses dans la vie ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. Si David et moi nous sommes lancés dans une relation du jour au lendemain et que notre rencontre a été assez fulgurante, au final, la qualité de relation que l'on peut avoir maintenant a dépendu beaucoup de notre patience mutuelle, de ma patience, de sa patience. Et de nos facultés mutuelles à nous remettre en question et à accepter le fait que nous n'étions pas parfaits et que par conséquent nous étions perfectibles. J'ai appris aussi à apprécier, et je pense que ce sera la 3e leçon de cette histoire, j'ai appris à apprécier le process. Ça veut dire j'ai appris à apprécier les progrès en fait au fur et à mesure, et plutôt que d'avoir un point B et de ne pas me foutre la paix tant que je n'ai pas mon point B, à être contente en fait tout au long des étapes et à savoir reconnaître les petites victoires qui changent ces étapes-là. Notamment, j'ai constaté au fur et à mesure mes progrès en anglais, mes progressions en tant que coach, l'évolution de mon entreprise, mon évolution sur le plan sportif aussi. Et en fait, ça c'est quelque chose que le sport m'avait déjà appris avant. Mais j'ai vraiment appris à apprécier le process et j'ai appris à apprécier mes progrès et à apprécier les résultats intermédiaires en fait en dehors des résultats auxquels j'aspire. Et ça c'est quelque chose de chouette dont je suis très contente, d'avoir eu et qui m'a beaucoup appris. Et un dernier truc que j'ai beaucoup appris en étant ici, je vous referai peut-être une vidéo numéro 2 si j'estime pas avoir fini, mais ou si je me rends compte d'autres trucs et je pense que ça vaut le coup. Autre chose que je suis très heureuse d'avoir apprise ici en fait à Barcelone, c'est à me créer une vie un petit peu plus magique. Alors j'ai tendance à m'enfermer dans la routine, vous le savez, hein, je vous embête tout le temps avec ça. J'aime les routines, j'adore les routines, mais j'ai rencontré des gens vraiment chouettes qui m'ont appris en fait à mettre un petit peu de sel dans ta vie et à te créer des moments un petit peu plus chouettes, un peu plus magiques, un peu plus extraordinaires.
Et notamment, Barcelone est un endroit qui se prête plutôt à ce genre de trucs, parce que Barcelone est un endroit où on a des décors vraiment chouettes. On a la montagne, on a la mer, on a une grande ville, on a une vieille ville. Ça pulse, ça bouge. On a toute la Catalogne qui est vraiment géniale. On est au centre de l'Europe, donc on peut bouger beaucoup, même si en ce moment, bouger n'est plus trop une bonne idée. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont appris à justement profiter de tout ça pour me créer une vie vraiment chouette et magique. Et du coup, je prends vraiment du plaisir à me créer une petite vie magique. Je vais essayer de vous faire des vidéos, je vais vous embarquer dans mon quotidien. Je pense que ça pourrait vous plaire, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais effectivement, j'aime les petites balades en montagne. J'aime prendre le train pour être à 1 heure de Barcelone et aller crapahuter. J'aime être sur la plage tous les matins et prendre mon petit déjeuner. J'aime bouger un petit peu partout en Europe si j'en ai l'occasion et en évitant l'avion. Et je pense que je conclurai là-dessus pour cette vidéo en tout cas. S'il y a quelque chose dont je suis vraiment très heureuse aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui je me fais confiance parce que je me dis que j'ai accompli des trucs dont je ne me pensais pas capable. Et savoir ça, ça me donne un goût de l'absence détendue de mes limites. C'est-à-dire que je commence à me dire que peut-être qu'en fait j'ai la possibilité d'une vie sans limite. Je commence à me dire qu'en fait j'ai peux ne pas avoir de limite à mes envies, de limite à mes projets, de limite à mes ambitions. Et je me dis ok, en fait tu peux vraiment faire ce que tu veux de ta vie parce que si tu as été capable de débarquer dans un pays, à te faire voler ton téléphone et malgré tout à te faire des potes, rencontrer un mec, déménager, trouver des clients, apprendre des langues étrangères, apprendre à cuisiner correctement, te constituer une vie comme ça super vite et malgré tout ne pas avoir fini sous les ponts. En fait je peux faire plein de trucs. Écoutez, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Si vous avez vous aussi envie d'être accompagné, notamment dans un changement de vie radical, je propose des coachings à ce sujet, qui sont donc des coachings nouvelle vie. Ce sont un peu mes coachings VIP. Si vous voulez qu'on en parle, vous pouvez m'écrire à maxime.lula.morales@gmail.com. Vous pouvez m'expliquer vos situations et je peux vous accompagner aussi dans ce genre de coaching-là. Ce sont mes coachings où je prends le plus d'énergie, ce sont mes coachings où j'accompagne le plus les gens. Mais ce sont les coachings qui pour moi apportent des résultats les plus spectaculaires parce que ce sont les coachings où je pousse les gens justement à prendre des décisions importantes dans leur vie et ce sont des décisions que j'ai moi-même prises et c'est des décisions pour lesquelles je suis moi-même fière. C'est des décisions que je ne regrette pas d'avoir prises une seule seconde. Donc si vous rencontrez des situations similaires, sentez-vous libre de m'écrire ou de prendre rendez-vous avec moi via les liens en commentaire épinglé en barre d'infos. Entre temps, moi je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.